Bonjour Lionel. Ouais, salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oh bah oui, on y va. Donc moi, je m'appelle Lionel Le Métayer, j'habite Montauban de Bretagne, j'ai bientôt 50 ans et je suis magicien depuis l'âge de 20 ans. Donc ça fait quasiment 30 ans que je fais de la magie maintenant. C'est quoi ton premier souvenir de magie? Mon premier souvenir de magie, alors ça c'est une bonne question. Je crois pas que j'ai de souvenir de magie, j'ai surtout, moi, ce qui m'a déclenché, c'est que j'ai rencontré un magicien qui faisait des tours de magie sur les marchés. Parce qu'à 18 ans, fallait bien payer ses études. Donc je faisais des saisons sur les marchés, je vendais des nappes anti-taches et des t-shirts. Et une fois que je faisais les marchés, j'ai rencontré un collègue qui était camelot et qui vendait des tours de magie. Alors, Ouais, c'est un truc de fou. Mais il faisait la chenille. Je ne sais pas si vous connaissez la chenille magique. C'est une chenille, ça bouge tout seul comme ça sur les mains. On bouge les mains à droite à gauche et puis la chenille elle avance à droite à gauche. ah oui, j'avais vu ça une Ça fois. c'est Ouais. génial. Ouais. C'est un Ok. petit peu comme une marionnette qui bouge. Et puis j'ai trouvé ça fascinant. C'est ça en fait vraiment mon premier souvenir qui m'a déclenché parce que comme on s'est côtoyé parce qu'on était camelots en même temps. Et je lui ai commencé par lui acheter un tour de cartes. Et c'est des jeux de cartes automatiques. C'est des trucs truqués, entre guillemets. Quand on vous dit qu'il faut faire A plus B, ben hop, ça obtient C, quoi. Ok. Et ça marche tout seul. Et du coup, je lui ai acheté ça. Je l'ai fait à mes potes et tout. Et puis voilà, pendant mes années étudiantes, on a déconné sur des tours de magie comme ça, automatiques. Et alors, comment ça se passe? Ton attirail de magicien, tu l'accumules petit à petit au fur et à mesure des années ou c'est est-ce que t'as commencé avec ce jeu de cartes, puis t'as acheté d'autres choses après? Bah oui, Ouais. parce qu'en fait, Ok. on devient très vite limité. Quand on achète des tours automatiques, bah, ils font qu'une seule fonction. D'accord. Bah oui, si vous faites un jeu de cartes où vous coupez le jeu puis que vous dites choisissez une carte et ensuite vous remettez le jeu, il remet et vous retrouvez la carte, s'il est automatique, vous faites que ça. Ouais. D'accord. Donc on est obligé de passer après au cran supérieur. Et pour passer au cran supérieur, après il faut commencer à faire de la manipulation, à jouer aux cartes, après à se documenter. Donc dans les livres, il y a des livres de magie qui existent où justement alors c'est compliqué les livres de magie parce que tout le monde a eu un jour ou l'autre les boîtes Ouais. automatiques à Noël et il y a le mode d'emploi mais on n'y arrive pas parce qu'en fait il faut réussir à lire entre les lignes tout simplement. Il Ah faut oui. savoir pour faire un tour de magie, des fois on est sur la même page depuis un mois parce qu'on ne comprend pas trop comment il faut faire mais il faut s'entraîner, il faut manipuler. Et au Ouais. fur et à mesure on commence à avoir un peu les codes donc on lit beaucoup plus vite. On y arrive beaucoup plus vite. Une fois qu'on maîtrise quelques techniques, ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, on s'échange aussi. On rencontre d'autres magiciens. On s'échange des tours, des techniques. Et ça permet, quand on a une idée, d'essayer de la faire, pas forcément comme ton collègue, mais de la façon à toi, comment tu veux la faire, quoi. Tu galères parfois à faire des tours encore ou pas? Ouais. Ouais. Ah oui, il Ouais. y a des manipulations que moi, je suis incapable de faire. Il y a des mecs, c'est des killers. Ah ouais, à ce Ah point-là, bah ouais. ouais, il y a des killers, moi j'appelle ça des jongleurs de cartes en fait. Ils font des trucs de ouf avec des cartes. Après il y a des niveaux, voilà. Moi je suis plutôt magicien généraliste, c'est-à-dire que j'ai pas de spécialité à part, on en parlera peut-être tout à l'heure à part de mes perroquets, mais au niveau tour de cartes, les pièces, la magie de la cigarette, les foulards, etc. C'est beaucoup général. Après t'en as qui se spécialisent dans les cartes, où là ils font on appelle ça des fioritures. Ça monte dans tous les sens, ils jonglent. Je sais pas, on a toujours en mémoire le mec qui mélange le jeu de cartes avec la main haut en droit en l'air et puis le jeu qui tombe dans l'autre Ouais. main. Voilà, ils font sauter les cartes, ils les récupèrent. C'est super ça. Mais c'est des fioritures, mais c'est spectaculaire et c'est beau à voir. On apprend plus facilement la magie aujourd'hui avec YouTube, Internet, etc. C'est plus simple, non, pour un jeune magicien? Alors, c'est plus simple, je dirais oui, c'est plus accessible. Ok. Après, plus simple, le problème de ces émissions-là de tours, c'est qu'en fait, ils les dévoilent. Hmm. Mais en soi, il n'y a pas de tuto qui t'explique comment le faire. Ouais. C'est du déballage de tours de magie. Quand tu regardes sur Internet, tu fais tour de magie, machin, on voit le truc, le mec, il nous explique le truc, mais en aucun cas, il nous dit comment le faire. Et c'est là que la marche est très haute, parce qu'en fait, on fait le tour de magie, on sait comment il faut faire, mais quand tu as les cartes dans les mains, c'est impossible à faire, parce que vous n'avez pas les techniques, vous n'êtes pas entraîné, et puis ça demande du temps. Donc c'est pas si simple. T'arrives encore à être étonné parfois. Tu vois des tours de magie, tu te dis mais waouh, trop bien, j'arriverai. Ouais, c'est trop fou. carrément. Ouais, Ouais, encore. c'est clair. Ouais, Ah bah oui, ok. oui. Ah oui, il y a des mecs qui sont c'est des killers. Tu penses à qui? T'as des idées en tête? Il y a un tour qui t'a marqué par exemple? Tu peux raconter. Non, j'ai pas de tour vraiment spécialement qui m'a marqué.
À part David Copperfield, moi, c'est un peu mon époque aussi, hein, que je voyais à la télé. Je trouvais ça fascinant. Dany Larry, Bernard Billis, qui était au plus grand cabaret du monde. Pour moi, c'était des trucs extraordinaires. D'ailleurs, j'ai appris avec ces gens-là, en fait. Hein. Donc, j'ai acheté leurs DVD, leurs cassettes VHS. On disait tout à l'heure, c'était à l'époque, c'était des cassettes VHS qui sont transformées en DVD. Maintenant, tout est sur les cartes SD. Donc oui, pour en revenir à ta question, c'est beaucoup plus accessible à partir du moment où maintenant, les gens qui veulent apprendre, mais pas sur YouTube et tout ça, c'est-à-dire qu'on a maintenant des boutiques de magie en ligne qui vendent le mode d'emploi avec le tour. Et là, du coup, il faut l'acheter. Une fois que tu l'as acheté, il faut quand même passer un minimum de 6 mois dessus pour y arriver, quoi. Ah ouais, 6 et mois. c'est pour ça, à peu près un tour de magie qui se respecte, un bon tour de magie, il faut compter 6 mois pour pouvoir le maîtriser et le faire devant du public lambda, quoi. Il faut quand même y aller. C'est pour ça que ça demande quand même du temps. Parce que souvent, on dit c'est pour les enfants. Et souvent, les enfants, ce qu'ils font, on leur montre le tour et 2 secondes après, ils vont le faire. Et ils grillent le tour, entre guillemets. Et parce qu'ils le font mal, donc tout le monde le capte, les adultes, ils ont compris et tout. Alors que tu fais le même tour 6 mois plus tard, le même que le gamin il a fait, le gars qui est devant toi, il va pas comprendre. Et pourtant, c'est la même chose. C'est pas un peu désespérant, ça, parfois, de prendre autant de temps pour faire un tour de magie? T'en as pas marre? Non, parce que c'est passionnant. Okay. En fait, après, c'est comme on dit, c'est un métier de passion. Si tu n'es pas passionné par ça, tu n'y arrives pas. Tu perces pas. Souvent, les gens qui sont passionnés, ils vont jusqu'au bout des choses et puis ils comptent pas leur temps. Ouais. Moi, je suis pas là à dire, putain, ça fait combien de temps que je suis dessus. Non, on apprend plein de choses. La magie, ça nous fait vraiment découvrir tous les corps de métier. Soudeur, ébénisterie, non mais tout. Tu es obligé, l'électronique, l'informatique, tu es obligé de tout savoir, quoi. Oui, je ne me doutais pas que ça faisait autant de métiers différents. On est obligé. Ouais, ok. Et parfois, est-ce que tu as peut-être le sentiment que faire de la magie, ça te fait perdre la magie aussi? Donc tu comprends les tours, oui. T'as plus le côté suspense et surprise, quoi. Non, un peu, ça part. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avant là, mais moi, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de savoir pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir besoin d'avoir ça va les déclencher sur autre chose. Donc, ils ont besoin de tout savoir, comment ça fonctionne et tout, ce qui va les orienter sur autre chose que personne n'aurait peut-être pu y penser. Ouais. Alors que moi, je dis plutôt, dans mon cas à moi, je dis, je vais plutôt me concentrer sur ce que je veux faire et du coup, je vais travailler, savoir comment il faut le faire pour le réaliser. Et les choses que je vois d'autres confrères magiciens, que je dis, waouh, c'est spectaculaire, mais je ne le ferai jamais, je ne vais pas chercher à savoir comment il a fait, quoi. Je vais rester du côté public, dire, waouh, encore une fois, quoi. Tu cherches à te préserver, en fait, un peu. Ouais, peut-être. Et puis, ça ne sert à rien de tout savoir pour savoir, parce qu'en général, à chaque fois quand on dévoile un tour, la plupart du public, il est déçu. Ouais. Il dit, oh, c'est ça. Mais en fait, il était émerveillé avant, quoi. Donc, vaut mieux pas savoir. Il vaut mieux le savoir quand on veut le faire, mais pas savoir juste pour le fait de savoir. Enfin, c'est mon avis. Hein. Et alors, est-ce que parfois, tu imagines des tours ou tu fais que suivre des tours dans des manuels? Alors non, je sais pas trop, en fait. Après, ce qui fait la différence entre un magicien et un autre magicien, c'est surtout le charisme, la personnalité. On peut faire le même tour. Je compare avec un tour automatique, par exemple, qu'on a acheté, où c'est toujours le même tour, mais il y a un magicien, il va le faire d'un esprit comique, il y en a un autre, il va le faire d'un esprit sérieux, l'autre, il va le faire dans un esprit dangereux, et pourtant, c'est le même tour. Et le public, il va le ressentir 3 fois différemment. Donc, non, je pense que c'est le magicien, je pense, qui fait son délire en lui, et puis le public, il l'aime ou il l'aime pas, quoi. Mais tout à l'heure, on en parlait rapidement, mais toi, tu es spécialiste d'un tour avec des perroquets. C'est un peu unique, ce tour, non? Tu es un peu le seul à savoir le faire, techniquement. Alors, seul à savoir le faire, oui, parce que ce que j'ai fait, c'est propre à moi. Ouais. C'est mon idée, c'est mes idées. J'ai conçu tout ce qu'il fallait autour pour pouvoir le réaliser. La magie des perroquets, on est très peu à le faire. Donc, c'est vrai que pourquoi on est très peu? Parce que c'est très, 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 très difficile. En fait, beaucoup de magiciens, ils ont les colombes, les oiseaux. Ouais. Mais alors, les perroquets, une colombe, quand vous mettez une colombe sur une table et que vous mettez un perroquet à côté, c'est pas le même gabarit. D'accord. Et puis, c'est pas le même bec.
Ouais. D'accord. Donc, une colombe, ça vous mord pas, Un perroquet, ça mord. Ah ça vous ouais. coupe un doigt. Uhum. Donc, vous n'allez pas pouvoir contrarier un perroquet. C'est là où je veux en venir, en fait. Si vous avez le perroquet qui n'a pas envie de le faire parce que pour X raison, s'il vous pèque le doigt, vous allez sur scène, vous avez le doigt en sang, quoi. Ok. Mais après, oui, donc c'est pour ça que c'est très compliqué parce qu'il faut les avoir tout petits. Mhm. Il faut les élever, ce qu'on appelle l'élevage à la main. Le harem, donc je les ai élevés à la main. J'ai passé des nuits blanches, en fait. J'ai récupéré les poussins. Moi, je ne suis pas éleveur de perroquets. Donc, du coup, j'ai contacté des éleveurs. D'accord. Ils m'ont préparé les poussins. Dès qu'ils sont éclos, au bout de 3 semaines d'éclosion, je suis allé chercher les poussins et c'est moi qui leur donnais à manger pour devenir leur papa, quoi. Ah oui. Donc, comme un bébé, hein, je me levais tous les 3 heures. Les oiseaux étaient en couveuse. Je me donnais à manger avec les seringues et tout pour que ça soit moi, leur papa, que je puisse les manipuler comme je veux parce que ça reste des animaux sauvages. Et tu savais que tu allais en faire un tour à ce moment-là quand Ah tu bah t'en oui, occupais. oui, Ouais, ouais, d'accord. complètement. Ouais, le but du jeu, en fait, c'est vraiment à long terme. Il faut savoir, un perroquet, ça vit entre 80 et 90 ans. Donc, c'est quand Ah oui. même un investissement en se disant, tiens, je veux faire cette magie-là. Et effectivement, il a fallu les nourrir, les éduquer, préparer les tours que j'allais faire avec. Mhm. Il y a des perroquets, ils étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Donc, du coup, il faut s'adapter aux perroquets. Ok. Il faut les habituer à la voiture. Il faut les habituer au son, à l'éclairage. Enfin, tout ce qui est dans le milieu du spectacle, quoi. Et tu fais quoi comme tour spécifique avec tes perroquets? Tu leur fais subir quoi? Alors, je ne les fais pas subir, hein. Justement. Ah ouais. D'accord. Ah non, ils subissent pas. C'est justement toute la différence. J'essaye vraiment qu'on respecte l'animal, vraiment. Ok. Tous les magiciens qui me connaissent, moi, et qui ont vu comment j'ai travaillé, en fait, ma spécialité, en fait, c'est de la grande illusion avec les perroquets. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de la grande illusion avec une femme coupée en deux, par exemple, moi, je fais le perroquet coupé en deux. Donc, j'ai adapté toutes les boîtes, tout ça, sachant qu'un perroquet, il ne fait pas ce qu'on lui demande. Contrairement à une femme, vous pouvez lui dire, ou un homme, hein, rentre dans la boîte et puis il faut te mettre comme ça va le faire, alors que le perroquet, pas du tout. Donc il faut tout automatiser, il ne faut pas qu'il ait peur, il faut qu'il soit habitué. Et donc j'ai conçu toutes ces boîtes-là pour pouvoir réussir à faire de la grande illusion avec les perroquets. Ah ouais, c'est là où il y a une partie ingénierie dans la magie, finalement. En montant les boîtes, en faisant Bah le ouais. bois, c'est ça. Justement. Savoir souder, savoir couper un bout de bois, savoir faire de l'électronique, savoir de la mécanique, enfin c'est vraiment énorme, ouais, c'est clair. Et alors, toi, Lionel, tu as décidé de faire du théâtre à la campagne. Pourquoi tu as voulu aller dans la ruralité pour montrer des tours de magie? Bah en fait, c'est déjà pour pouvoir faire mon métier, y aller vraiment dedans, quoi, et puis aussi pour promouvoir un petit peu le côté spectacle de grande illusion qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir proche de chez nous, parce que on voit ça à la télé en général. On a aussi les grandes villes où c'est des grands théâtres, et du coup, c'est quand même des billets assez élevés. Et donc l'idée, c'était de faire des partenariats avec des associations de billetterie, d'avoir comme un... Oui, c'était vraiment un partenariat pour pouvoir faire un spectacle, même si les gens ne pouvaient pas le payer. Okay. Parce que souvent, les associations ou les entreprises, hein, peu importe, il faut bien le payer, le spectacle. Donc, du coup, il y a un coût derrière de stress déjà pour les gens qui achètent le spectacle parce qu'ils ne sont pas sûrs que le public va rentrer. Oui, bien sûr. S'ils n'ont pas le public, parce que c'est ce qu'on a eu, l'inquiétude des gens, c'est est-ce qu'on va avoir du monde ? Donc, ils n'osent pas prendre cette responsabilité-là parce que s'ils se gaufrent, ça leur fait mal dans leur budget. Alors nous, on a monté un partenariat où c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas le spectacle, mais ils s'arrangent pour faire la communication autour de l'événement, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre un coût de billet raisonnable, un prix de billet raisonnable, qui va permettre donc de faire venir les gens, de voir un beau spectacle de qualité qui vaut très cher, mais finalement, il se paye par la billetterie. D'accord. Donc en fait, c'est des partenariats. L'association, elle récupère juste la buvette ou des choses comme ça, et nous, on récupère la billetterie. Donc on prend le risque d'avoir personne ou d'avoir du monde. Et si tu mets en perspective par rapport à la ville, du coup, ça se passe... Qu'est-ce qui te permet d'économiser des sous de cette manière ? En fait, quand on travaille par rapport à la ville, on n'a pas la structure à louer. Souvent, les théâtres, il faut les louer et ça coûte très cher à louer. Il faut louer aussi l'équipement qui est tout autour, les techniciens, tout ça qui va avec. Donc, du coup, tu as déjà un coût de départ qui est énorme. Le spectacle plus la location de la salle, donc ça monte le prix du billet.
Alors que nous, notre façon de fonctionner, on va directement voir l'association, l'association, elle, souvent, ils ont le droit à une gratuité de salle des fêtes ou du centre culturel. Et puis, il y a des salles, on ne s'imaginerait même pas. Il y a des super belles salles dans la ruralité. Il y a des centres culturels, ils sont super bien faits. Et ils ne sont même pas exploités. C'est juste pour faire des conférences ou des choses comme ça. Alors, on peut faire du beau spectacle dans la ruralité. Et puis, donc, du coup, une fois qu'ils ont loué la salle, nous, on n'a pas ça à le faire. Ouais. Donc après, on a une boîte de production qui nous produit pour faire toute la billetterie, etc. Okay. Et puis une fois que ça s'est mis en partenariat, on attend d'avoir des billetteries. Et notre cachet, il va être en fonction de la billetterie, tout simplement. On prend le risque de gagner ou de ne pas gagner. Et l'intérêt, pour nous, en même temps, on joue. C'est quand même notre cœur de métier, c'est de jouer. Sûr. Donc même s'il y a 10 personnes, c'est de jouer, c'est de s'éclater devant du public, quoi. T'as quel genre de public, justement, chez toi ? Ah oui, alors, le public, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en général, quand on a un spectacle de magie, les gens ils disent, les parents disent « Oh, regardez, les enfants, il y a un spectacle de magie !» Mais en fait, c'est pour adultes aussi bien. Non, mais les parents qui viennent assister au spectacle parce qu'ils accompagnent leurs enfants, ils sont émerveillés aussi bien que les enfants. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on joue sur une double écriture. On va faire rire les parents avec des vannes d'adultes, mais les enfants vont les comprendre différemment. Et du coup, tout le monde est dans le spectacle et tout le monde participe, quoi. C'est là que c'est intéressant. T'as quoi comme réaction, généralement ? Ils sont surpris, j'imagine, forcément ? Moi, on va me catégoriser comme le magicien sympathique. D'accord. En fait, j'attaque pas les gens, je suis pas du stand-up où on pourrait dire un peu à la parisienne, tu sais, du tac au tac. Ouais. Tiens, t'as les chaussettes roses, ça fait rire tout le monde. Et puis, non, je suis beaucoup sympathique. Les personnes qui viennent avec moi, à côté de moi, en fait, on rigole ensemble, ils participent au numéro, mais sans le dénigrer pour faire rire les autres. Et en fait, le public, quand je fais mon numéro, l'idée, c'est d'entendre le « waouh ». Quand t'entends « waouh », c'est top, quoi. C'est trop bien, ouais. Ça veut dire, c'est bon, je les ai eus. Voilà, exactement. Okay. Souvent, on a toujours un petit décalage. Tu fais ton numéro de magie, et puis tu as les gens, tu as un blanc. Donc nous, évidemment, on attend les applaudissements, mais les gens, ils sont là. Ah ouais. Et puis, hop, ça commence seulement à applaudir. Donc du coup, c'est là où c'est fort. Ça veut dire que tu les as choqués, et puis que là, ils sont en train de réaliser ce qu'ils ont eu. C'est très, très fort. Et est-ce que parfois, j'imagine que les enfants, des fois, ils te demandent peut-être comment tu as fait ton tour de magie. Ah bah oui. C'est quoi ta réponse ? Est-ce que tu leur révèles parfois ? Je leur dis toujours ce qu'on m'a déjà dit à moi. Tiens, d'ailleurs, toi, est-ce que tu sais garder un secret ? Ouais. Moi aussi. Donc voilà, c'est très simple. Donc non, on ne donne pas les tours, on ne les dévoile pas. Après, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle, je ne sais plus si on dit le chien qui se mord la queue ou le chat. Enfin, il y en a un qui se mord la queue. C'est qu'on tourne en rond un petit peu parce que si je ne te montre pas de tour, comment toi tu veux en faire ? Ouais. Donc jamais les magiciens, ils ont pu un jour ou l'autre devenir magiciens parce que si on ne leur montre pas. Donc en fait, on a une politique chez nous, les magiciens, c'est que je te montre quelque chose, tu me montres quelque chose. Ah oui, c'est ça, c'est donnant. Okay. Donc vous allez me dire, oui, mais moi si on m'a jamais montré, je peux pas montrer pour en avoir. C'est justement l'art de fait que le mec, s'il veut avoir quelque chose, il va devoir travailler, se débrouiller pour réussir à montrer quelque chose. Et des fois, ça va lui mettre 6 mois pour réussir à montrer un truc. Et s'il l'a fait, il va se rendre compte du travail qu'il a fait pour pouvoir faire ces choses-là. Donc ça va lui donner une valeur à son numéro. Et quand nous, on va lui donner notre travail, il va le respecter. Ouais. Contrairement à si on dévoile le débinage, on va dire oui, je sais comment ça marche et tout. Il n'y a plus aucun respect parce que les gens disent oui, je l'ai vu vite fait sur Internet, ça marche comme ça. Mais de là à le faire, il y a une grande marche. Et c'est là le souci, entre guillemets, d'Internet où tout le monde sait. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu essayes de renouveler tes tours de magie de ton côté ? Oh oui, il faut. Toujours. Ouais. Il faut, sinon c'est la mort. Okay, tout simplement. Oui, parce que si tu vides tes acquis, puis on a toujours besoin, c'est aussi un métier de passion, hein, donc il faut y aller de l'avant, ça se fait tout seul, j'ai envie de dire. Il a dit, tiens, je ferais bien ça, comment je vais le faire ? Voilà, donc c'est obligé de se renouveler. Puis il y a aussi pour le public. Oui, aussi qui a envie de voir des choses différentes. Moi, j'ai des confrères, ça fait 30 ans qu'ils font le même numéro de magie. Et c'est toujours le même. Et il se produit toujours avec le même. À un moment donné, il faut tourner la page, quoi. Et comment tu fais pour en apprendre un nouveau alors ? Tu vas rencontrer des magiciens et ils vont te partager leur tour. Ça se passe comme ça ? Ouais, plus ou moins en fait.
après, on a des copains, hein, magiciens, etc. Donc, en fait, l'idée, ça part toujours d'une idée. Voilà, dire, oh, j'aimerais bien faire ça. Maintenant, comment le faire? Alors après, vous allez dire, ouais, bah ça, j'ai une technique que j'ai vu un copain faire, ou je vais même en parler à un pote, tiens, j'aimerais faire ça, est-ce que tu as une idée pour m'aider? Et voilà, c'est comme ça que ça se découle. Puis après, il faut la réaliser, c'est ce qui est le plus dur. D'accord. Et parfois, vous vous réunissez aussi, tu me disais, non, tout à l'heure. Ouais, ça c'est dingue, ça. Ouais, on a des conférences, entre guillemets, de magiciens, c'est des congrès. On a des congrès de magiciens qui en a un par an. Donc, je vais te redire le mot. Ça fait partie de la FFAP, Artiste Fédération Artiste Prestidigitation. Ouais. Voilà, donc du coup, ils organisent une fois par an dans une ville, ça change tout le temps, sur toute la France, et on fait venir des magiciens internationaux, on les voit en gala, etc. Il y a des conférences, des magiciens qui expliquent leur tour de magie, on achète des notes de conférences, on achète des tours de magie, des tours de cartes, des tours de quoi que ce soit, ce qu'on a envie. Et puis l'intérêt là-dedans, c'est qu'on se retrouve tous ensemble. Ouais, donc il y a une sorte de business de la magie en fait. C'est 3 jours d'immersion avec que des magiciens autour de vous. Vous envoyez dans tous les coins de rue, dans les bars le soir quand on sort, on fait nos shows, enfin on s'éclate quoi. C'est sympa, ouais, carrément. Et ça c'est fermé au public, hein. C'est bien sûr, c'est que les magiciens. Ah bah oui, c'est clair. T'as un badge et tout. Ça donne envie d'être magicien pour pouvoir y assister. Sympa. Peut-être tu peux nous parler de ce qui se fait de nouveau aujourd'hui dans la magie. Tu as l'impression que c'est un art qui stagne un peu, qui reste sur ses acquis, ou justement tu as l'impression qu'il devient de plus en plus entreprenant, plus en plus surprenant peut-être cet art? Ça date d'il y a très longtemps. Ouais. Et du coup, je ne pourrais pas vous dire les dates parce que je ne suis pas trop historien dans le côté magicien, mais oui, ça innove tout le temps. En fait, le même tour, je prends le tour de la femme coupée en deux, il existe depuis très très longtemps, mais ensuite, c'est comme on disait tout à l'heure, ça dépend comment on va le faire. Et avec la technologie qui arrive, l'éclairage, les écrans vidéo, on arrive dans une magie où tout ça maintenant c'est mélangé. La danse, elle est mélangée avec de la magie, la comédie, c'est mélangé avec... C'est plus le magicien direct, droit, machin, on y va. Tout ça, c'est travaillé derrière. Il y a l'éclairage, les couleurs qu'on y met... voilà. Puis maintenant, on arrive avec les systèmes numériques où il y a de plus en plus de magiciens qui travaillent avec des tablettes, des téléphones. Voilà, ça envoie, quoi. Et il faut quoi, par exemple? Ils envoient un texto pendant la salle et tout le monde... Ouais. C'est des trucs... moi, j'en fais un avec une tablette où tu fais choisir une carte à quelqu'un dans un jeu de cartes, un vrai jeu de cartes. Okay. Et puis, la carte, elle va disparaître du jeu de cartes. Elle va se retrouver dans la tablette, mais tu la vois vraiment dans la tablette. Et puis, elle va bouger. Et puis ensuite, tu la fais sortir de la tablette, tu la retrouves dans les mains, et elle est signée et tout. Et c'est sa carte. Et c'est là que ça devient waouh, quoi. Ouais, c'est clair. Génial. Peut-être tu vas te produire en spectacle bientôt. Tu as des idées de date? En fait, oui, moi, là, on se produit dans peu de temps d'ailleurs, le 17 mai. Okay. On va se produire avec Vincent Gaillard, qui est aussi un magicien mentaliste, mais il chante aussi. Donc on se produit à Montfort-sur-Meux, à la salle du Confluent, le 17 mai. On fait un gros show, ça s'appelle Magic Show. On est 5 sur place, on est 3 artistes. Il y a mon assistante, moi, qui va faire de la grande illusion en partie. Et puis Vincent, lui, qui va faire du mentalisme, beaucoup. Et puis beaucoup d'humour, avec du tac au tac avec le public, quoi. Et évidemment, le public qui va monter aussi sur scène. Est-ce qu'il y a un dernier tour que... tu t'aimerais faire les prochaines années? Est-ce qu'il y a un tour qui te fait rêver? Tu es en train d'apprendre ton prochain tour là? Non, là je suis en train d'écrire plutôt un nouveau spectacle. C'est pas vraiment des tours, c'est un nouveau spectacle où je vais faire un petit pied de nez avec mes confrères qui sont mentalistes. Parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de parler de ça. Tous les magiciens, ils se différencient. Moi, je suis magicien, puis le mentaliste... Ah non, moi je suis mentaliste. En fait, c'est la même chose, c'est les tours de magie, mais amenés différemment. Et en fait, je leur fais un petit pied de nez en lui disant, moi, je ne suis pas mentaliste, mais mon titre de spectacle, c'est « Je suis futuriste ». Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un pied de nez pour me dire que je vais être plus fort qu'eux parce que je suis futuriste, alors que c'est la même chose. En fait, finalement. Okay. Merci beaucoup, Lionel. Merci. De rien. À très vite. Ouais, j'espère.